tous et bienvenue à notre troisième webinaire. Je suis Sonia Boulet, chargée de réseau sur la résidence Aswadia de Hyères. Notre EHPAD contient 120 lits médicalisés, un accueil de jour prénommé Ambre, la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Assiobo Nedli, médecin en unité transversale de nutrition sur l'hôpital Geoffroy Dupuytren à Draveil, Monsieur Kodia Fabrice et Madame Morbois Aurore de Silver et Fourchette, Madame Vatinos Stéphanie, diététicienne de Saveur et Vie, Madame Nias Samantha, responsable du CLIC Nord Est Essonne Association Népal, Madame Dépinarde Laure, directrice AMAPAD, non, j'y arrive pas, AMAPA. Dans le cadre de la Semaine nationale de la nutrition qui se déroule du 12 au 19 novembre 2021, est un événement organisé par le collectif de lutte contre la dénutrition en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Touchant 2 millions de personnes, tout âge confondu. En France, la dénutrition est un problème de santé publique majeur. C'est un état reconnu comme pathologie et non plus une conséquence, une complication de la maladie associée. On parle de dénutrition quand les apports alimentaires deviennent insuffisants au regard des besoins nutritionnels et des dépenses énergétiques de l'organisme. La personne âgée dénutrie est plus vulnérable aux infections, aux chutes, aux hospitalisations répétées et ou prolongées, et le risque de décès est augmenté. Je laisse la parole au docteur Assiobo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nelly Assiobo-Broum, médecin nutritionniste et gériatre sur l'unité transversale de nutrition clinique à l'hôpital Dupuytren de Draveil. Donc, c'est avec un grand plaisir que je partagerai ce moment d'échange avec vous en vous parlant de la dénutrition qui est un sujet au quotidien pour moi, la dénutrition chez la personne âgée. Pourquoi parle-t-on de la dénutrition et en l'occurrence chez la personne âgée? Parce que la dénutrition est une maladie et c'est une maladie fréquente en France. Ma collègue vous en a parlé tout à l'heure. 2 millions de personnes dénutries en France et parmi ces personnes, la majorité sont des personnes âgées. 400 000 personnes âgées à domicile, c'est un chiffre très important, et 270 000 personnes en EHPAD. Qu'est-ce que c'est que la dénutrition? La dénutrition, c'est un dysfonctionnement de l'organisme qui va être induit par une insuffisance des apports alimentaires qui ne permettent plus de couvrir les besoins de l'organisme. L'alimentation, les aliments qui sont consommés nous apportent des nutriments. On a les macronutriments que sont les glucides, les protéines, on insiste un peu dessus chez la personne âgée, les lipides et aussi les micronutriments, à savoir les vitamines et les oligo-éléments. Tous ces nutriments vont permettre à l'organisme de fonctionner pour assurer les fonctions métaboliques et pour assurer des réserves fonctionnelles. Quand les apports arrivent à couvrir les besoins, on est dans un état d'équilibre. Et quand il n'y a plus suffisamment d'apports, on tombe dans un déséquilibre qui entraîne la dénutrition. Quelles sont les conséquences de cette dénutrition? Alors, la dénutrition, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, et c'est une maladie qui est extrêmement grave parce qu'elle va entraîner des conséquences très importantes. La première conséquence, c'est la perte des muscles. Les muscles constituent la réserve d'énergie et la réserve de défense de l'organisme. Quand on ne mange pas suffisamment, quand il n'y a pas d'apport suffisant, l'organisme va aller puiser dans les réserves musculaires pour pouvoir fournir l'énergie pour le fonctionnement.
Et donc, on va perdre de la masse musculaire. Mais en perdant la masse musculaire, on perd aussi cette quantité de réserve de défense qui va entraîner toutes les pathologies qui vont s'en suivre. Là, je vous montre l'image d'une personne qui a une bonne structure musculaire. Et avec la dénutrition, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la fonte des muscles, donc la perte de la masse musculaire. Et sur une coupe d'IRM, on voit à gauche un muscle bien consistant, une bonne quantité musculaire. À droite, on voit bien qu'il y a une perte musculaire. On n'a plus beaucoup de muscles et les muscles sont infiltrés par du tissu graisseux. C'est la sarcopénie et ça entraîne la dénutrition parce qu'on n'a plus de réserve. Quelles vont être les conséquences de cette perte de masse musculaire? C'est la perte de la fonction de ces muscles et donc l'augmentation des risques de chute. Et quand on parle de chute chez la personne âgée, on parle de fracture. Donc, la dénutrition va entraîner des risques plus importants de fracture chez la personne âgée. Je vous ai parlé également de cette réserve de défense. C'est une réserve fonctionnelle qui permet de marcher, mais c'est également une réserve immunitaire qui va permettre de lutter contre les infections. Donc, quand on a perdu de la masse musculaire, on a perdu cette capacité de défense immunitaire. On est plus vulnérable face aux infections et les infections vont être plus graves. Quand on va avoir une infection, par exemple une grippe, elle sera plus grave chez la personne dénutrie par rapport à la personne qui n'est pas dénutrie. D'autres conséquences extrêmement graves, c'est les hospitalisations multiples qui suivent naturellement cette fonte musculaire. Il faut savoir aussi que la dénutrition va représenter un facteur d'aggravation du pronostic de toutes les autres pathologies. La personne âgée a beaucoup de pathologies, est polypathologique avec des maladies chroniques. Quand on a un cancer, par exemple, le pronostic du cancer sera aggravé par la dénutrition. Les personnes qui ont un cancer qui sont dénutries vont mourir plus rapidement que des personnes qui ne sont pas dénutries. Les chances de survie, de guérison du quand on a un cancer, on va mourir de la dénutrition avant même l'évolution de son cancer. Quand on voit les médicaments, les personnes âgées sont polypathologiques, donc ont beaucoup de médicaments. Quand on n'a plus cette réserve protidique, cette réserve musculaire, on a une mauvaise tolérance de ces médicaments. On aura plus d'effets secondaires. Toutes ces conséquences de la perte musculaire, de la gravité des maladies vont conduire à une perte d'autonomie. Donc, qui dit perte d'autonomie dit difficulté de maintien à domicile. Et donc, on aura une précipitation vers la dépendance et la baisse de la qualité de vie. La dénutrition, c'est donc un facteur de risque de fragilité et de vulnérabilité chez le sujet âgé. Donc, il faut dépister cette dénutrition si on veut apporter des solutions. Et qui peut dépister cette dénutrition? Tout le monde. Tout le monde peut dépister la dénutrition. Il suffit de porter un regard, il suffit d'y penser. Quand on y pense déjà, on a fait un grand pas. La personne âgée peut dépister sa dénutrition. L'entourage familial, les professionnels qui interviennent à domicile pour le soin et l'accompagnement, les soignants, le médecin, les voisins, tout le monde doit pouvoir repérer. C'est les signes, les premiers signes de cette dénutrition. C'est une action collective. On va voir quels seront les signes à dépister. Comment est-ce qu'on peut dépister la dénutrition chez la personne âgée? Elle est très simple, il faut peser. Il faut peser la personne âgée une fois tous les mois à domicile ou en maison de retraite. Qu'elle soit dénutrie, qu'elle soit obèse, qu'elle ne soit pas dénutrie, on doit peser tous les mois toutes les personnes âgées à domicile. Et dès qu'il y a une perte de poids, c'est une alerte qui va déboucher sur une action. On n'attend pas, on ne se dit pas que les choses vont s'améliorer. Dès qu'il y a la perte de poids, ce n'est pas normal de perdre du poids.
Et quand il y a une perte de poids de 2 à 3 kilos, il faut absolument voir le médecin traitant pour une consultation médicale. Quand on ne dispose pas de pèse-personne, on peut toujours observer que la personne flotte un peu dans les vêtements, que les ceintures sont trop larges, mais là, à ce stade, on est déjà avancé dans la perte de poids. Moi, je pense que toute personne âgée peut être pesée une fois tous les mois et à chaque consultation chez son médecin traitant. Il va y avoir d'autres signes qui vont servir aussi d'outils de dépistage et surtout pour permettre de prévenir cette dénutrition. C'est des signes d'alerte, c'est des marqueurs. Le tout premier signe, c'est la perte d'appétit. Avant même la perte de poids, il faut aller rechercher cette perte d'appétit. Quand vous ouvrez la porte d'une personne âgée, vous rentrez à domicile, on lui demande, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez mal? Il faut poser la question aussi pour savoir si vous avez bien mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez sauté des repas? La personne vous dira, ah ben, depuis 2-3 jours, je ne mange plus le dîner parce que je n'ai pas faim. C'est des signes d'alerte. On peut, avec la permission de la personne âgée, ouvrir le réfrigérateur pour voir s'il y a du repas. S'il y a des repas qui s'accumulent, s'il y a des repas périmés, les placards. On a vu dans le réfrigérateur, quand il n'y a rien, ça veut dire que la personne ne mange pas. On peut même regarder dans les poubelles parce que la plupart du temps, il y a beaucoup d'aliments qui finissent dans les poubelles. Le portage de repas est mis en place, mais si ça finit dans la poubelle, il y a un risque de dénutrition. C'est des outils qui peuvent nous permettre d'avoir une alerte et de chercher plus pour savoir si cette personne est dénutrie ou pas. Après, il y a également d'autres signes, le comportement de la personne qui change. Une personne habituellement dynamique qui devient moins dynamique, qui reste dans son fauteuil, qui ne bouge plus. On constate qu'elle a du mal à se lever de son fauteuil, ce qui est inhabituel. C'est des signes. Et aussi le retentissement psychique. Une personne qui devient irritable. On peut aller jusqu'à la dépression. Quand on note ces anomalies dans le comportement de la personne âgée, il faut donner l'alerte tout de suite pour que ça puisse déboucher sur des actions de prévention et de traitement de la dénutrition. Est-ce qu'on peut traiter la dénutrition? Oui, on peut traiter la dénutrition. Bien manger, c'est efficace. Ça a été prouvé que c'est efficace pour prévenir et soigner la dénutrition. Plus on va agir précocement, meilleurs seront les résultats. Et l'alimentation commence par la bouche. Donc, pour bien manger, il faut veiller à l'hygiène bucco-dentaire. Soigner la bouche, bien l'hydrater, vérifier que la personne s'est brossé les dents, lui poser des questions pour savoir s'il n'y a pas de douleur. Quand l'appareil dentaire bouge, est mobile entre l'aliment et la mandibule, on ne peut pas mâcher, le morceau de viande finit à la poubelle. Donc, c'est des petits signes d'alerte, surtout quand on perd du poids, l'appareil dentaire n'est plus adapté. Donc, il faut veiller à ça. Et il est conseillé de voir le chirurgien dentiste 2 fois par an pour la personne âgée. Ensuite, il y a d'autres astuces qui permettent d'augmenter les apports. Je pense que mes collègues en parleront tout à l'heure. La première des choses, c'est le plaisir. Quand on n'a pas plaisir à manger, qu'on est seul chez soi, à la maison, on a du mal à manger. Une belle présentation de repas, la convivialité, le fait d'être en groupe, de se retrouver ensemble autour d'un repas, donc on pense à l'isolement, c'est des choses qui peuvent permettre d'augmenter les apports. Pour augmenter les apports alimentaires et augmenter les sources de protéines, on peut proposer le fractionnement des repas avec des collations entre le petit déjeuner et le déjeuner, et les collations, le goûter, qui peut aussi favoriser l'augmentation des prix alimentaires. Il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup, il y a des petits mangeurs chez qui on aura du mal à augmenter les quantités. En ce moment, il y a aussi des astuces dont mes collègues vont parler, je pense, pour augmenter la densité nutritionnelle, c'est-à-dire rajouter par exemple de la poudre de lait dans une boisson chaude, rajouter de la poudre de protéines, on augmente la densité nutritionnelle sans augmenter la quantité
pour les petits mangeurs. À domicile, il faut aussi penser à l'aide au repas. Il y a des personnes qui ont du mal à découper la viande. Et quand ils ne découpent pas la viande, qu'est-ce qui se passe? La viande va se retrouver à la poubelle. Donc, les aider, découper la viande, ouvrir l'opercule, ce sont des comportements qui peuvent aider, favoriser la prise alimentaire. Dans certains cas, on a besoin d'avis spécialisés pour des prescriptions de compléments nutritionnels oraux et de la nutrition artificielle. Ensuite, on a parlé aussi, on parle souvent de l'activité physique. Un muscle qui ne bouge pas va s'atrophier. Quelle que soit la qualité de l'alimentation, quand on ne fait pas d'activité physique, le muscle perd de la masse, donc on se retrouve dans une situation de dénutrition. Il faut favoriser l'activité physique. Elle va être modérée chez la personne âgée et adaptée à la personne, mais cette activité doit être quotidienne. Et lutter contre l'isolement, on en a parlé, l'isolement, c'est un frein à la prise alimentaire. Quand on est seul chez soi, on ne bouge pas et on n'a pas envie de manger. Donc, la lutte contre l'isolement est aussi un levier de la lutte contre la dénutrition. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que la dénutrition existe, on sait comment dépister, on peut la prévenir, on sait la soigner. La soigner en préservant les muscles avec une alimentation adaptée et riche en protéines, une activité physique modérée et régulière, et il faut rester vigilant, même quand on met ça en place, pour toujours chercher à repérer le risque de dénutrition avec un dépistage bucco-dentaire, l'évaluation de la consommation alimentaire et peser la personne tous les mois. Enfin, il faut lutter aussi contre des idées reçues. Il y a des personnes qui disent « c'est normal de moins manger quand on est vieux ». Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Au contraire, on doit manger un peu plus de protéines quand on prend de l'âge. Quand on prend là une personne adulte de 75 kilos, elle a besoin de 60 grammes de protéines par jour. Quand elle est âgée, pour le même poids, elle a besoin de 90 grammes de protéines par jour. Donc, la personne âgée a besoin de manger plus de viande, de manger plus de protéines que quand elle était plus jeune. C'est un message qu'il faut faire passer. D'autres idées reçues, c'est normal de maigrir quand on a un cancer. Non. Quand le cancer est bien pris en charge, il n'y a pas de raison de maigrir. On sait comment faire pour augmenter, adapter les apports aux besoins de façon à ne pas perdre du poids. D'autres diront que ce n'est pas grave de maigrir quand on est obèse. Je vous ai présenté ici des coupes d'IRM au niveau de L3, au niveau de l'abdomen. Chez une personne à gauche, c'est une personne obèse. On voit bien en bleu, c'est la graisse sous-cutanée. En jaune, c'est la graisse abdominale. Et en rouge, c'est la quantité de muscles de la paroi abdominale et la paravertébrale. On voit à droite l'image d'une personne qui a suffisamment de muscles, donc qui n'est pas dénutrie. À gauche, cette personne, malgré son obésité, est dénutrie parce qu'elle n'a pas suffisamment de masse musculaire. On peut être obèse et dénutrie et avoir toutes les complications dont nous avons parlé, toutes les complications de la dénutrition. Il faut que je maigrisse, c'est bon pour la santé? Non, ce n'est jamais normal de maigrir de façon involontaire. D'autres idées reçues, enfin, sur les régimes qui ont été mis en place quand on était beaucoup plus jeune, le régime sans sel, le régime diabétique, la limitation de matières grasses pour le cholestérol. À un moment donné, on peut reposer la question au médecin, c'est à voir avec le médecin. Il n'a pas été prouvé scientifiquement qu'à un certain âge, le maintien de ces régimes soit bénéfique pour la personne âgée. Alors qu'on sait que ces régimes vont induire la dénutrition et cette dénutrition a des conséquences plus délétères. Quand on pèse le bénéfice-risque, on est parfois tenté de laisser tomber ces régimes pour pouvoir manger correctement. Un peu de sel, ça peut faire du bien sur un repas, ça peut permettre de manger un peu plus. Il faut en discuter avec le médecin. Je voulais finir
en vous disant que la dénutrition, nous devons être tous ensemble pour lutter contre ce fléau. On peut prévenir la dénutrition, on sait comment la traiter, on va arriver au bout de ce fléau. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, là, ça va être Silver Fourchette avec Monsieur Kodia Fabrice. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. On est très heureux. On est ravis d'être avec vous cet après-midi pour parler de ce sujet hautement important. Je me présente rapidement. Du coup, je suis Fabrice Kodia. Je suis chef de projet pour Silver Fourchette sur le territoire de l'Essonne. Alors, Silver Fourchette, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de prévention et de sensibilisation porté par le groupe SOS à destination des personnes âgées et retraitées de plus de 60 ans. Et notre objectif, c'est de faire la promotion d'une alimentation plaisir et santé. Donc, notre objectif, c'est de répondre à un enjeu sociétal qui est le vieillissement de la population et la hausse du nombre de seniors en perte d'autonomie. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui nous incite, avec d'autres acteurs associatifs, à se mobiliser pour prévenir du coup les pathologies et favoriser le maintien à domicile en bonne santé, notamment en travaillant auprès des aidants. Et du coup, pour atteindre cet objectif, en vue d'améliorer les pratiques alimentaires des seniors, on propose des actions concrètes, conviviales, colorées, ludiques, qui du coup font la promotion d'une alimentation gourmande, équilibrée, avec des produits de saison, et on s'appuie sur du coup un réseau d'experts santé du territoire. Et on développe de plus en plus de parcours à destination notamment du public proche aidant, les modules aidants-aidés qui travaillent du coup sur l'alimentation des binômes aidants-aidés. Et dans cette démarche-là, on se positionne vraiment en tant que structure relais sur le territoire pour faire comprendre un peu les enjeux de l'alimentation des personnes âgées et notamment de la dénutrition. Donc ces enjeux-là, on les porte au niveau national et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Aurore Morbois, qui est notre référente sur la thématique des aidants et de l'alimentation des binômes aidants-aidés et qui se trouve actuellement dans le Grand Est, mais que je vais inviter à prendre la parole avec un petit support. Donc, je vous retrouve peut-être à la fin en vous précisant que toutes nos actions sont gratuites, ouvertes à tous, et vous pouvez les retrouver sur notre site silverfourchette.org. À toi, Aurore. Merci beaucoup, Fabrice, pour l'introduction. Je vais partager mon écran, mais je vois que je ne peux pas parce que l'animateur a désactivé le partage d'écran par tous les participants. Est-ce qu'il est possible de l'activer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut activer le partage pour Aurore, s'il vous plaît? En attendant, ce que je vais pouvoir vous présenter là dans quelques minutes, c'est vraiment complémentaire par rapport à la présentation qui vous a été faite il y a quelques secondes. Il y a des sujets qui vont se regrouper, qui vont vraiment voilà, faire écho avec ce qui vous a été présenté il y a quelques minutes. Est-ce que... Ouais, c'est bon, parfait. Je vais pouvoir partager mon écran. Hop là. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt des petits trucs et astuces en fait pour pour essayer au quotidien de lutter contre la dénutrition. Et j'ai tout d'abord commencé, justement, c'est ça qui fait écho avec ce qui vous a été présenté il y a quelques secondes, avec un constat par rapport à l'appétit des personnes âgées. Et c'est un constat, c'est prouvé, etc. C'est qu'en fait, il y a une sensation de perte d'appétit. On a moins faim lorsqu'on vieillit. Ça, c'est naturel, c'est pas que chez quelques personnes, c'est voilà, global, c'est vraiment un constat global. Et pour lutter contre déjà cette première sensation de baisse d'appétit, comme a été présenté tout à l'heure, il peut exister deux petits trucs astuces, à savoir le fractionnement des repas et l'enrichissement des repas. Donc ça, c'est vraiment assez simple à mettre
au quotidien. Donc, comme ce qui vous a été présenté tout à l'heure, je ne vais peut-être pas re-rentrer dans les détails parce que comme ça me permettra de passer un peu plus de temps sur la suite. Mais l'idée, c'est de manger plus de repas dans la journée pour avoir à la fin de la journée notre apport nutritionnel nécessaire. Donc, on rajoute quelques encas, on rajoute voilà, un petit goûter le matin, un petit goûter l'après-midi, et ce qui permet en fait de vraiment avoir plusieurs sources dans la journée de prise alimentaire. L'enrichissement des repas, tout à l'heure, vous a été présenté la possibilité de rajouter des poudres, de la protéine, mais pour compléter, il est tout à fait possible de rajouter des matières grasses. Alors, c'est un petit peu peut-être à l'inverse de ce qu'on pourrait entendre, il faut limiter les matières grasses, il faut limiter les calories, etc. Mais là, quand effectivement on est vieillissant et qu'on est dans des... On peut être face à une dénutrition et en plus de ça, ça nous donne... Voilà, rajouter des matières grasses, ça fait en sorte que le plat est plus goûtu, il a plus de goût et on a plus envie de le manger. Et comment faire ça? On peut rajouter de la crème, du beurre et surtout ce qu'on conseille, puisqu'on est quand même des Français gourmands, du fromage dans les repas que vous faites. Donc, surtout, l'objectif, c'est de ne jamais mettre toujours le même fromage, mais de changer. Et en fait, ça rajoutera du goût et en fait, on aura encore plus envie d'aller manger, et ce qui permettra de lutter contre la dénutrition. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ça parce que ça vous a déjà été présenté. Je vais enchaîner sur quelques situations, quelques problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on accompagne une personne qui commence à être dépendante. Et quand elle commence à être dépendante, il peut y avoir des risques de dénutrition. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est à chaque fois un problème, une solution, et en quoi, en fait, ça lutte contre la dénutrition à chaque fois. Dans un premier temps, et je l'ai fait sous forme de frise parce qu'il peut y avoir un côté un petit peu graduant, c'est-à-dire on commence avec des problèmes de préhension ou de force, on peut continuer avec des difficultés à reconnaître et ou utiliser les couverts et éventuellement on peut arriver aussi à un moment où on a des problèmes de déglutition et de fausse route. Donc, pour chacun des cas, comment on peut faire au quotidien pour trouver une solution à ce problème? Donc, dans un premier temps, vous avez la possibilité, quand on vieillit, d'avoir un peu plus de difficultés à appréhender des outils et un petit peu moins de force. Je m'explique. Quand on parle de l'alimentation, là, de ce que je vais vous présenter, je parle à la fois de la préparation du repas et de la prise du repas. Dans la préparation du repas, forcément, quand on a un peu moins de force ou il est un peu plus difficile d'utiliser les couteaux, on va avoir du mal à faire à manger, donc on va avoir ensuite du mal à manger, ce qui est plutôt logique, puisqu'on ne va pas réussir à faire le repas. Donc, il existe quelque chose qui va vous aider à la fois pour la préparation du repas et aussi pour la prise du repas, ce qu'on appelle les aides techniques. Je pense que dans votre quotidien, on utilise tous, moi je m'y inclus dedans, des aides techniques, sauf que vous ne savez pas ce qu'est une aide technique et vous ne reconnaissez pas ce qu'est une aide technique, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est un terme un petit peu barbare, aide technique. La définition de l'aide technique, c'est un équipement destiné à prévenir, à compenser, à soulager ou neutraliser la déficience, l'incapacité ou le handicap. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je vous ai mis des petits exemples, mais ce sont des exemples d'outils qu'on peut trouver dans des magasins spécialisés. Moi, je voudrais quand même faire le petit focus sur le fait qu'on n'est pas obligé d'aller dans un magasin spécialisé pour se munir d'aide technique. Des petits trucs astuces qu'on peut mettre au quotidien en place, c'est par exemple changer la vaisselle. Notamment pour des vaisselles qui sont quelquefois un petit peu transparentes, le fait juste d'utiliser un verre et une assiette de couleur permettra en fait à la personne qui va se nourrir de bien faire la différence entre la table, l'assiette, le verre, de mieux savoir comment tout ce qu'il y a sur cette table s'articule et comment les utiliser correctement. Par exemple, vous avez à l'écran ce qu'on appelle des couverts lestés, c'est-à-dire avec un poids ou avec un gros manche qui nous permet plus facilement de prendre le couvert et puis de s'alimenter correctement. Eh bien ça, vous pouvez effectivement aller dans un magasin spécialisé, mais un petit truc qui peut se faire très facilement, c'est, vous savez, il existe j'appelle ça un boudin, alors c'est pas très très joli, mais c'est ce qui peut protéger des fils, des câbles électriques. Vous savez, c'est un peu en mousse, et ça, vous le trouvez dans des magasins de bricolage, etc. Et en fait, l'idée, c'est de mettre la mousse autour d'un couvert
et vous avez facilement la possibilité de lester vous-même vos propres couverts. Donc, le message que je vais faire passer par là, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui existent pour vous aider à préparer et à manger tout seul. Des choses qui, voilà, comme on peut le voir, des plateaux antidérapants, des ouvre-bouteilles, des ouvre-canettes, etc. Enfin, vraiment plein de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'on a plein de trucs qui existent chez nous. Et en fouillant un petit peu, on peut trouver des choses qui peuvent nous aider dans le quotidien. Donc, avec ces petits exemples, déjà, peut-être que ça peut donner des pistes. L'objectif derrière tout ça, c'est qu'en faisant à manger et en mangeant seul, on réduit à la fois la perte d'autonomie et du coup, on lutte aussi contre la dénutrition. Parce que si on est autonome, on peut manger plus facilement. Si la personne accompagnée mange en autonomie, eh bien, elle va pouvoir manger à sa faim et manger voilà, en toute dignité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le manger-main. Le manger-main, ou le terme anglais qui est aussi bien réputé, c'est le finger food. Et là, pour le coup, il va répondre à la problématique de la reconnaissance ou de l'utilisation des couverts. Pour certaines pathologies, juste la reconnaissance ou bien l'utilisation de couverts ne se fait plus. Et du coup, on est face à une situation assez compliquée parce que c'est soit en fait c'est nous qui donnons nous-mêmes à manger à la personne aidée, ou sinon il n'y a pas trop de solutions. Donc là, la possibilité, c'est le manger-main. Donc on connaît tous des recettes en manger-main, les fameuses pizzas, les fameuses quiches, etc., etc. Là, je vous ai mis des petits exemples parce qu'on peut aller plus loin que ça. L'idée, c'est que ce qu'on fait un petit peu dans le quotidien, on peut l'adapter en manger-main. On va essayer au maximum de le faire en tout cas. Par exemple, on peut passer avec un cake salé, des crêpes. On peut les faire à tout et n'importe quoi. Là, je vous ai mis des crêpes aux épinards, mais ça peut être des crêpes classiques. Des samoussas aux légumes, des blinis, et je vous ai quand même rajouté les tartes et les quiches et pizzas parce que vraiment, en fait, le message derrière tout ça, c'est qu'on mange déjà, on fait déjà du manger-main. L'idée, c'est de le répandre et de répandre cette pratique-là pour que déjà, on ait un peu moins cette barrière de manger avec ses mains, qui est quand même une grosse barrière, qu'on se le dise. Et en même temps, en fait, si on mange avec les mains, on mange avec le proche avec les mains, mais en fait, on va avoir cette facilité pour le proche de s'alimenter plus facilement et donc du coup de lutter contre la dénutrition. Je vais répéter à chaque fois lutter contre la dénutrition, mais bon, on a compris le message, c'est qu'à chaque fois ce que je vais vous présenter, ça lutte contre la dénutrition. La dernière chose qui peut arriver, c'est les troubles de la déglutition et les fausses routes. Pour lutter contre les fausses routes, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? On peut modifier les textures. Ça, je pense que c'est connu. Mais le message que je veux passer par là, c'est qu'on n'est pas obligé de tout de suite mixer tous les aliments. On peut passer par des autres types de textures modifiées. Donc, je vous ai mis un petit peu graduellement. On peut passer donc, au début par du non modifié, par du coupé, simplement couper les aliments pour que les dés puissent plus facilement se nourrir. Le tendre, les matières molles, ensuite le haché, le mixé, le lisse et le sans graines. Donc ça, pareil, c'est toujours avec le même objectif, c'est de pouvoir permettre à les dés de toujours se nourrir. Et souvent, dans les textures modifiées, dans les repas en texture modifiée, on va rajouter beaucoup d'enrichissement pour que justement, en fait, on puisse compléter au niveau des apports caloriques nécessaires de la journée. Mais ce sont des choses qui peuvent se mettre en place. Et en fait, on peut le faire très naturellement, mais il y a quand même des petits conseils à suivre. Pour finir la présentation, parce qu'on n'avait que 10 minutes, donc j'espère ne pas avoir trop dépassé, je voulais passer le message que chaque cas est différent. Donc, ce que je vous ai présenté, ce sont des concepts, ce sont des possibilités. Toutefois, il y a des choses qu'on peut facilement mettre en place, et cette technique, voilà, comme je vous ai expliqué, ça peut se faire, le manger-main, etc., les textures modifiées aussi. Par contre, s'il y a des cas sévères de dénutrition, ou bien l'enrichissement ne fonctionne pas, ou bien le fractionnement ne fonctionne pas, il faut aller voir un diététicien, une diététicienne. J'ai mis volontairement le masculin, mais c'est bien évidemment un ou une. Pour les troubles de la déglutition, il faut aller voir un orthophoniste qui pourra vous permettre de vraiment savoir quel est le problème au niveau de la partie en fait, où on avale au niveau de la gorge, parce que quelquefois, ça peut être des maladies qui en fait, font en sorte qu'on a des troubles et qu'on fait des fausses routes. Donc, c'est important de mettre quand même un nom sur ce qu'il y a. Est-ce que c'est des troubles de la déglutition? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est etc., etc. Et si vous avez besoin d'aide technique un petit peu plus poussée, savoir quelles sont les bonnes postures, etc., je vous conseille d'aller voir un ergothérapeute qui va pouvoir vraiment vous donner tous les trucs et astuces pour
voilà, pour mettre en place ces fameuses aides techniques. Et ben, je crois que ça fait 11 minutes, donc on est plutôt pas trop mal dans le créneau. Je ne sais pas s'il y a un temps qui est prévu pour les questions-réponses. J'ai vu en cours qu'il y avait une main qui était levée. Alors, je ne sais pas si on prend les questions tout de suite ou est-ce qu'on attend en fin de présentation, je ne sais pas, qui est prévu au programme. Vous pouvez répondre aux questions en même temps. Super. Alors, il y a une main qui est levée de Fabienne Knoer. Je vais permettre à Fabienne de pouvoir parler. Fabienne, on vous entend. Enfin, en tout cas, le micro est ouvert. Ou finalement, j'ai peut-être répondu à la question entre-temps. Bon, mais écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est d'écrire la question dans les questions-réponses et puis j'y répondrai au cas où, comme ça, on n'empiète pas trop sur les présentations à venir. Voilà, je reste quelques minutes pour répondre aux questions par chat si nécessaire. Merci Aurore. Et si jamais vous êtes intéressé par ce type d'information et de support, on va vous mettre un petit lien dans la conversation et on pourra éventuellement vous envoyer un carnet d'activités sur ces thématiques, un beau calendrier, un beau carnet qu'on a réalisé pour l'occasion. On a plein d'informations dedans. Exactement. N'hésitez pas. Donc, du coup, on a une question de Carlo Lucchesi. Bonjour, merci pour cette intervention. Est-ce qu'on est d'accord que la nutrition d'une personne âgée doit être personnalisée autant que celle d'un adulte? Par exemple, la nutrition d'une personne âgée obèse pourrait être différente de celle d'une personne âgée en poids normal. C'est plus pour vous, je pense. Bon, je vais répondre à la question. La nutrition, de toutes les façons, l'alimentation est toujours personnalisée. C'est personnalisé, c'est en fonction des goûts, en fonction des aversions, en fonction des besoins, parce qu'on vous a dit qu'il faut être en adéquation avec les besoins, et les besoins ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge, en fonction du poids, on n'a pas les mêmes besoins, en fonction des pathologies, on n'a pas les mêmes besoins, donc l'alimentation est toujours personnalisée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y en a une autre. Je suis bien intéressée, merci. Ne serait-il pas utile d'adapter des menus en fonction de nos saisons, canicules et grands froids? Donc là, du coup, c'est plus pour Madame Morbois. Très bien. Oui, de toute façon, il faut adapter. Par exemple, c'est vrai que quand ça va venir l'été, il faut penser à l'hydratation, qu'on soit personnes âgées ou pas, d'ailleurs, au passage, mais c'est vraiment, oui, il faut adapter. Et message aussi complémentaire à ce que vous a présenté tout à l'heure, Fabrice, sur ce qu'on prône comme message, c'est d'utiliser des fruits et des légumes de saison, puisqu'en fait, ce sont des produits qui sont forcément, quand ils sont de saison, avec beaucoup plus d'apports, de vitamines, tout ce dont on a besoin. Donc, ça peut aussi compléter par rapport à la question qui a été posée sur les régimes. Mais oui, effectivement, il faut adapter ces menus en fonction de la période. Tout à fait. Alors, je me permets du coup d'enchaîner parce qu'il y a une autre question aussi dans le chat. À travers quels outils peut-on repérer un risque de dénutrition, une grille d'observation, puisque la dame travaille dans un accueil de jour pour personnes âgées Alzheimer. Peut-être le docteur pourra reprendre parce que c'était aussi des messages qu'elle avait véhiculés dans sa présentation. Mais pour compléter aussi, tout à l'heure a été évoquée la santé bucco-dentaire.
Par exemple, on peut voir justement qu'il peut y avoir une perte de poids au niveau des dentiers lorsqu'ils ne sont plus adaptés à la bouche. Tout à l'heure, on parlait de comment faire lorsqu'on n'a pas de balance, donc regarder les habits, regarder la ceinture, mais aussi les dentiers sont un bon... Alors, on peut vraiment voir la bonne santé du proche. Et j'enchaîne aussi sur le fait que c'est vraiment très important de surveiller la santé bucco-dentaire d'une personne âgée, puisque en fait, la plupart du temps, lorsqu'il va y avoir des refus de se nourrir, ça peut être lié à des douleurs dentaires. Donc, quelquefois, en fait, finalement, la solution est assez simple à trouver, mais il faut quand même voilà, avoir ce petit réflexe-là de surveiller la santé bucco-dentaire. Puis je laisse le docteur compléter par rapport à ça. Et la question, c'est... Je vais mettre un petit écran comme ça pour activer le son. Je réactive. Adapté, non, c'est pas ça. C'est une question qui était À demandée. travers quel outil peut-on repérer Le risque de dénutrition. Alors, pour repérer le risque de dénutrition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la pesée, il y a l'appétit, il faut voir la quantité d'aliments consommés, donc nous on appelle ça ingesta. Il faut regarder les stocks, les réserves, les poubelles. C'est des signes indirects, c'est des petits signes pour pouvoir repérer à domicile ou en ville des risques de dénutrition. Après, il y a des outils adaptés, c'est des outils pour les professionnels. Donc, il va y avoir des outils de repérage, comme des tests, le MNA, le mini MNA, où on va poser des questions, c'est 6 questions pour savoir si la personne est à risque de dénutrition ou pas. Donc, on a dit le poids, il y a la perte de poids. Il y a des recommandations avec des critères de dénutrition. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails. Quand on a perdu du poids rapidement, c'est-à-dire quand on a perdu plus de 5% du poids en un mois ou plus de 10% du poids en 6 mois ou plus de 10% du poids de son corps par rapport au poids habituel, c'est un critère de dénutrition. On calcule aussi l'indice de masse corporelle. Quand l'IMC est inférieur à 22, la nouvelle recommandation, on parle de dénutrition. Donc, c'est des critères. Il y a la sarcopénie, on va mesurer la force musculaire, la masse musculaire avec des appareils spécifiques. Mais tout ça, c'est déjà dans le domaine de soins. Ça se fait à l'hôpital ou en maison de retraite. À domicile, c'est un peu plus compliqué. Donc, à domicile, c'est de repérer les petits signes. C'est le poids, la perte de poids, c'est le manque d'appétit, c'est la baisse de consommation alimentaire, c'est le réfrigérateur. Voilà, c'est des petits signes qu'il faut voir à domicile. Ensuite, comme je vous ai dit très rapidement, on donne l'alerte, on voit le médecin traitant ou l'infirmière responsable. Et quand il faut, nous, on nous les adresse en consultation pour justement poser un diagnostic et donner une stratégie de prise en charge. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y en avait une autre? Non, c'est bon. Merci beaucoup, docteur. Nous allons donner maintenant la parole à Stéphanie Vatinos, diététicienne de Saveur et Vie. Alors, bonjour à tous. Je ne suis pas très aguerrie sur Zoom. J'ai l'habitude d'utiliser Teams. Je souhaiterais partager mon écran parce que j'ai fait aussi une petite présentation. Est-ce que vous pouvez juste m'aiguiller rapidement, s'il vous plaît? Alors, quand je clique sur écran partagé, voilà, c'est ça. Il faut aller sur écran partagé. Alors, est-ce que vous voyez, Oui, on voit. Vous voyez le document? Tout à fait. Eh bien, c'est parti alors. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Vatinos, je suis diététicienne pour la société Saveur et Vie et aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de la lutte contre la dénutrition, je
vais vous présenter notre entreprise Madame sous l'angle du Est-ce portage de que- repas à domicile, mais également vous présenter les projets de recherche sur lesquels nous travaillons pour lutter contre la dénutrition. On Qui est verrait mieux, vraiment, Madame Latinos, excusez-nous, oui. on verrait mieux si vous mettez en mode diaporama, je pense. Alors, attendez. Oh. Ah oui, j'avais un bandeau qui cachait, pardon. Je vous disais, je ne suis pas hyper… Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, Parfait. super, merci. Bon, génial. Pardon. Oui, donc je vous disais qu'on va aborder le portage de repas en premier lieu et puis ensuite faire un focus sur les projets de recherche que Saveur et Vie mène pour lutter contre la dénutrition. Donc, Saveur et Vie, portage de repas. On est spécialiste depuis 20 ans du portage de repas à domicile personnalisé pour les seniors ou les personnes en perte d'autonomie. On est leader en Île-de-France et donc devenu un acteur majeur du maintien à domicile, car vous conviendrez que si la personne ne mange pas, elle ne peut pas être maintenue à domicile. Donc, le repas est réellement un prérequis au maintien à domicile. Donc, Saveur et Vie pour le portage de repas, c'est un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2019. C'est 1,8 million repas distribués cette année-là et 220 employés. On livre dans toute la France, sachant que dans le périmètre de nos agences, ce sont nos propres veilleurs-livreurs qui distribuent les repas. Mais comme on est amené également, puisqu'on est en partenariat avec les grands groupes de mutuelles, on est amené à livrer dans toute la France et pour ce service-là, on utilise la filiale Chronofresh, le service de Chronopost qui livre à température dirigée les repas. Saveur et Vie, c'est également un site marchand. Donc, nous sommes les premiers sur le portage de repas à pouvoir commander notre repas sur Internet via le site www.saveuretvie.fr, saveur avec un S. Et également, on alimente très régulièrement notre portail nutrition santé qui s'appelle Bien manger pour mieux vivre, où vous pouvez trouver des articles, du contenu sur la nutrition en particulier. Donc, Saveur et Vie a été créé il y a 20 ans maintenant par Paul Tronchon, le fondateur qui est toujours notre PDG aujourd'hui. Et il était de formation ingénieur agronome et travaillait à la PHP. Il est parti du constat que les gens arrivaient à l'hôpital avec un statut nutritionnel qui était assez dégradé, que la situation ne s'améliorait pas pendant leur hospitalisation et qu'il n'existait pas de solution pour les aider à leur sortie de l'hôpital. Donc, dans un hangar, ils se sont mis à 4. Ils ont commencé à faire des sacs de repas pour permettre à ces petits papis et ces petites mamies de pouvoir reprendre un peu de poil de la bête après leur hospitalisation et éviter de tomber dans la spirale délétère de la dénutrition et repartir dans un cycle de réhospitalisation, etc., etc. Alors, depuis, on s'est un petit peu étoffé. Et comme la nutrition est un sujet très, très important pour nous, on s'est développé, on est devenu membre du comité de lutte contre la dénutrition et on a créé une branche de Saveur et Vie qui s'appelle Saveur et Vie Conseil, qui est vraiment dédiée aux projets de recherche et aux projets d'études sur la nutrition. Alors, en ce qui concerne le portage de repas, notre philosophie repose sur 4 piliers principalement, que je vais vous détailler un petit peu plus. Des repas plaisir, une nutrition adaptée, un accompagnement au quotidien et une planète préservée. Hop. Donc, le premier pilier, c'est donc retrouver le plaisir de manger. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus en amont du webinaire. Quand on prend de l'âge, on a des métabolismes qui changent. On a une sensation de faim et de soif qui vont s'abolir. Parfois, on a des problèmes de santé, des problèmes cognitifs qui nous empêchent de nous mouvoir, d'aller en course, d'attraper correctement les aliments pour faire la cuisine. On a mal aux dents, on a des problèmes de fausse route. Parfois, il y a la dépression qui veille, on est affecté par un deuil. Et en fait, tous ces facteurs s'additionnant font que
on a un petit peu moins faim, on a un petit peu moins envie de manger et du coup, on mange moins, ce qui voilà, nous fait rentrer dans ce cercle vicieux qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, nous, notre credo, c'était de pouvoir retrouver le plaisir de manger et entretenir cette envie. Donc, pour ça, il y a plein de recettes. On va essayer de passer par les 5 sens. Il y a déjà l'aspect du plat, il y a l'odeur, le goût. Tous ces éléments-là, on va essayer de faire en sorte qu'ils suscitent cette envie de manger pour les personnes âgées qui n'en ont plus très envie. Donc, on a vraiment axé beaucoup de choses sur cette question du plaisir. En l'occurrence, on ne travaille pas avec des cuisines centrales, mais avec des traiteurs qui réalisent nos plats sur la base de fiches techniques rédigées par nos diététiciennes. Ils sont choisis sur un cahier des charges strict avec de l'approvisionnement local, des produits de saison et des produits frais d'ailleurs. Donc, voilà, on a choisi les meilleurs dans leur domaine. Par exemple, pour nos entrées, on en a 6 différents. On a choisi des spécialistes du potage, des spécialistes des salades composées et on souhaite vraiment faire en sorte que ça donne envie. Donc, pour ça aussi, on a des menus qui changent tous les mois pour éviter la monotonie. On a également des menus à thème et puis surtout, il y a cette possibilité de choisir son repas. Je vais vous montrer tout à l'heure, on a un petit visuel. Il y a un large choix de plats de remplacement qui permet de choisir tout simplement ce qu'on a envie de manger. C'est un petit peu comme le restaurant à la maison. Alors, notre deuxième pilier, c'est une prise en charge nutritionnelle personnalisée. Il faut savoir qu'il y a une 50aine de diététiciennes chez Saveur et Vie. Donc, les menus sont variés, équilibrés et mis au point par les diététiciennes sur la base des normes de santé, le GEMRCN senior. Donc, les repas sont adaptés aux besoins des personnes âgées. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des protéines qui sont très importantes pour ne pas perdre la masse musculaire. En effet, par exemple, sur un repas de midi, on veille à ce qu'il y ait une centaine de grammes de protéines dans le plat, plus 200 grammes d'accompagnement. Sachez que les plats sont goûtés et pesés 2 fois par semaine par notre service qualité. Donc, on vérifie vraiment que les barquettes contiennent bien tout ce dont les personnes âgées ont besoin. De plus, on travaille les régimes spécifiques, alors sans sel ajouté, sans sucre ajouté, également les textures pour les gens qui ont des problèmes de dents ou de fausse route, on l'a abordé tout à l'heure. On a un éventail de plats qui va de normal à totalement mixé, puis après on place un petit peu le curseur en fonction de la personne. On personnalise réellement nos repas, on fait du sur-mesure. Par exemple, quelqu'un qui va se faire hospitaliser en vue d'une opération, si on nous demande du son résidu, c'est des choses qu'on peut faire. Vraiment, on adapte à la personne qu'on a au téléphone. Alors, voilà le visuel de notre menu de décembre. C'est le prochain. Donc, vous avez tous les jours du mois avec un repas à thème voyage en Italie le lundi 6, des journées bio. Les repas festifs pour le 25 décembre également. Alors, pour le Nouvel An, il est sur le 1er janvier. Et puis, vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran le rabat avec les choix à la carte. C'est-à-dire que si Madame Untel n'aime pas la terrine de volaille du dimanche 12, elle peut aller choisir dans la rubrique entrée n'importe quelle entrée qui lui fera plaisir de manger. On s'assure comme ça que la barquette ne va pas finir à la poubelle et que la personne ayant choisi son plat aura toujours plus envie de le déguster. Alors, des repas qui rapprochent. Donc, les repas sont apportés par nos veilleurs-livreurs qui sont des personnes de confiance, qui sont formées à la fois au premier secours, mais également à la veille sociale. Donc, ce sont des gens qui sont formés à détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a évoqué tout à l'heure. Ils regardent dans le réfrigérateur, ils mettent eux-mêmes les plats dans le réfrigérateur.
Ils savent nous alerter si jamais ils s'aperçoivent que les derniers plats n'ont pas été consommés, qu'il y a des choses qui sont parties à la poubelle, qu'une dame qui habituellement à la pêche et un petit peu pomponnée au moment de les recevoir, etc., cette fois-ci, cette semaine, elle va être alitée, elle ne prend pas soin d'elle. Ils vont avoir ce regard qui va leur permettre de nous alerter, de donner les informations pour les aidants, également de rendre des petits services et de maintenir ce lien social, parce que parfois les aidants sont loin, la famille est loin, et ce livreur qui va passer leur apporter les repas va être la seule personne qu'ils vont voir de la semaine. Donc il y a quelque chose d'un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui va se nouer souvent. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Et enfin, notre dernier pilier, alors c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent dans les cahiers des charges ou les appels d'offres des marchés publics, c'est l'aspect un petit peu green. Voilà, c'est très important pour notre PDG. Je vous l'évoquais tout à l'heure, dans le choix de nos traiteurs, privilégier les circuits courts, locaux, les produits de saison. Réduire notre impact carbone. On a d'ailleurs un système d'information qui permet de gérer les stocks de manière très précise et d'éviter aussi le gaspillage. Et si jamais on a des barquettes qui arrivent à leur date limite de consommation, on a des accords avec une association qui s'appelle Excellent Excédent et on leur donne nos repas de manière à éviter le gâchis. De la même manière, sur Paris, par exemple, on livre les repas avec les triporteurs que vous pouvez voir en photo sur le diaporama. On travaille avec certaines communes, notamment alors sur le 91, vous avez peut-être eu l'occasion de voir nos véhicules électriques qui circulent à Saint-Michel-sur-Orge ou à Brétigny. Donc voilà, c'est un des points très importants pour nous, l'aspect éco-responsabilité. Alors, ça, c'est notre flyer de tarifs et ainsi que les formules. Donc, par exemple, pour un déjeuner complet, une entrée, un plat, un laitage, un dessert, on est à 15,20 €. Il y a des formules un petit peu plus légères pour les personnes, comme on disait tout à l'heure, qui ont un peu moins d'appétit, avec une entrée plat ou un plat dessert, comme au restaurant. Et puis, des formules qui incluent un dîner pour le soir. Sachez qu'on est une société de service à la personne, donc du coup, le client va bénéficier du crédit d'impôt. On est également conventionné APA, CNAV, RDH et on travaille avec les plus grandes mutuelles. C'est un service qui est sans engagement. Sur un simple appel, on peut démarrer ou s'arrêter. C'est simple et rapide. On peut mettre en place dans les 24-48 heures, ce qui peut être assez pratique en cas d'urgence ou pour une sortie d'hospitalisation qui est un petit peu rapide. Ça arrive des fois. Donc, comme vous l'avez compris, l'expertise nutrition, c'est vraiment la base de tout et l'ADN de Saveurs et Vie. C'est pourquoi, membre du collectif de lutte contre la dénutrition depuis 2016, on a créé Saveurs et Vie Conseil afin de gérer spécifiquement l'aspect projet nutrition. Et c'est parce que la dénutrition des personnes âgées est un enjeu de santé publique que Saveurs et Vie souhaite prendre part à la prévention de la perte d'autonomie et au maintien à domicile. Donc, on participe à plusieurs projets sur l'Île-de-France. Saveurs et Vie Conseil, en termes de chiffres, c'est 14 diététiciennes, 400 suivis nutritionnels par mois à domicile, 4 projets de recherche et 7 projets de suivi nutritionnel, 3 publications scientifiques et un organisme de formation. Hop. Donc, je vais passer, on a déjà évoqué tout à l'heure, mais 50% des personnes âgées hospitalisées sont dans un état de dénutrition. 40% des personnes âgées hospitalisées le sont pour des conséquences de la dénutrition. On l'a évoqué tout à l'heure, aggravation de maladies ou chutes qui ont entraîné des fractures, etc., etc. Et on sait également que la dénutrition représente 10% des dépenses de santé dans les pays occidentaux. Donc, la dénutrition a été identifiée comme un critère de fragilité prévalent. 4 à 10% des personnes âgées à domicile sont dénutries. Et c'est un petit peu une redite par rapport à ce qui a été déjà répété par Sylvain Fourchette et le médecin. Mais c'est important d'insister là-dessus pour qu'on comprenne à quel point la dénutrition est une maladie insidieuse et avance
en silence. La dénutrition augmente le risque de mortalité, mais également des complications, de nombreuses pathologies, des chutes de perte d'autonomie, etc., etc. Alors ça, c'est une vue des projets qu'on a actuellement en cours chez Saveur et Vie. Tout a démarré par le projet Renaissance à la base. Et puis, très rapidement, grâce à la conférence des financeurs sur le département du 92 et un partenariat avec 6 hôpitaux, on a développé le projet Nutri-Vitalité qui consistait à faire un suivi nutritionnel sur plusieurs semaines des personnes qui sortaient d'hospitalisation de gériatrie aiguë. Donc, on a une diététicienne qui se rendait au domicile, qui pesait, qui faisait un bilan diététique, qui donnait des conseils nutritionnels à la personne âgée. Et parallèlement à ça, il y avait le groupe Ciel Bleu qui venait pour faire un petit peu d'activité physique adaptée. Et puis, en partenariat avec le SIAD qui continuait à suivre pour tout l'aspect médicale. Et puis, on avait une autre association qui s'appelle des soins et des liens, qui travaillait sur l'estime de soi et l'image de la personne. Et ce projet-là, en fait, la coordination de toutes ces activités permettait, au bout de 3 mois, d'éviter le nombre de personnes qui se faisaient réhospitaliser. On travaillait beaucoup là-dessus. Nutrirac, c'est un projet qui... les diététiciennes suivent les personnes qui sont faites opérer d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou. Donc, elles suivaient tout ce qui était récupération après l'opération. NutriActive, c'est pareil, il y a de l'activité physique adaptée. Et je souhaitais faire un petit focus sur le passeport nutrition santé et la CNAV, peut-être, dont vous avez entendu parler. Alors, le passeport nutrition santé a cours actuellement sur les villes de Gonesse et de Chaville. Ça a été mis en place il y a quelques années grâce à la conférence des financeurs. Concrètement, Saveur et Vie prend en charge le portage de la ville via le CAS. Et puis, on met à leur disposition une diététicienne qui va aller faire le suivi nutritionnel des personnes, de tous les bénéficiaires. Donc, elle va aller chez eux, elle va les peser, elle va leur faire un mini MNA. Et puis, en fonction de ce qui a été détecté, de suivre un protocole. Hop. Voilà. Bon, clairement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le protocole, si la personne n'a pas de problème de dénutrition, la diététicienne repasse et puis surveille que tout aille bien. Si jamais on identifie une personne à risque, on va mettre dans son repas 1 à 2 produits enrichis. Il peut s'agir de potage, de petites crèmes pour le dessert, sachant que les potages… Alors, nous, on n'a pas de poudre de protéines ni de poudre de lait. On a du blanc de poulet râpé. Donc, ça évite que ça floccule au micro-ondes, ça donne un petit goût. Et des fois, ça permet d'aider à ce que la personne ne se dénutrisse pas plus. Et on augmente par petit bol de 250 millilitres, ça nous donne environ 8 grammes de protéines en plus sur le repas. Et voilà, s'il y a un autre protocole, si jamais la personne est vraiment en état de dénutrition, avec des mesures un petit peu différentes. Juste pour information, sur Chaville, ça a donné lieu, le programme national, le passeport nutrition santé, il a donné lieu à 700 visites à domicile et on a suivi 70 patients. Alors, le deuxième projet qui nous tient à cœur, c'est notre partenariat avec la CNAV. Vous en avez peut-être entendu parler. En fait, dans le cadre des sorties d'hospitalisation des personnes âgées qui bénéficient de la RDH, suite à un test concluant sur le département du 78 et qui a été déployé sur toute l'Île-de-France, nous effectuons un bilan nutritionnel qui est partie intégrante du plan d'aide à la personne qui sort d'hospitalisation, sachant qu'il n'y a aucun reste à charge pour le bénéficiaire, donc c'est plutôt avantageux. Et on sait que grâce à une bonne alimentation, on prévient tout risque de réhospitalisation et ça permet de faciliter un retour à l'autonomie quand on a eu
un accident de santé à un moment donné. Voilà. Pour information, ça représente à peu près 400 visites à domicile par mois, 150 suivis téléphoniques et c'est 120 nouveaux patients par mois, la CNAV. Voilà, donc pour mémoire, sinon, Savary Conseil a une offre de formation, donc à destination soit des CCAS, soit des services à la personne. En effet, on a des modules comment détecter la dénutrition ou bien comment enrichir un repas à maison pour les aides à domicile, par exemple. Donc voilà, sinon je l'évoquais tout à l'heure, mais on a notre site www.bienmangerpourmieuxvivre.fr où il y a des contenus, des articles sur la nutrition. Également, on dispense, alors soit dans les résidences, soit dans les CCAS, des ateliers. Ça peut être des mini-conférences sur le bien manger pour mieux vieillir. On a également un quiz sur les idées reçues, puisqu'on a vu tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose de très présent et très ancré. On a également des petits jeux du genre Trivial Poursuite, mais version alimentaire, et des ateliers fabrication de brochettes de fruits, smoothies. Tout ça ayant pour but en fait de susciter le dialogue. Il y a une présence d'une diététicienne, on peut poser des questions, aborder tous les sujets. C'est vraiment le prétexte pour parler nutrition. Voilà. Donc sachez que ça existe. Et puis pour conclure, je vous mets le visuel du flyer que cette semaine on a mis dans nos sacs repas afin d'informer tous nos bénéficiaires de la semaine de la dénutrition. Et puis également la sortie du livre de Patrick Serroc qui est présent à notre conseil d'administration, Bien manger, bien vivre, bien vieillir, qui vient juste de sortir spécifiquement sur ce sujet-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis plus spécialiste du portage que des projets. Ma collègue spécialiste des projets n'ayant pu être présente aujourd'hui, en revanche, si vous avez des questions, je transmettrai et vous apporterai toutes les infos nécessaires. Merci beaucoup, Madame Batinos. Et on a une question de Madame Falconier. Une hospitalisation, c'est aussi reprendre des forces par de bons repas. Comment améliorer les repas dans les hôpitaux qui sont de plus en plus mauvais? Ils devraient passer par votre société. Constatez-vous des syndromes de Diogène au domicile des personnes âgées, syndrome récurrent? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question-là. Malheureusement, j'ai pas grand poids sur les cuisines centrales des hôpitaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts pourtant qui sont faits pour coller au maximum à tous les régimes alimentaires et puis essayer de lutter contre la dénutrition. Pour tout ce qui est intervention à domicile, syndrome de Diogène, oui, on a pu en constater certains à domicile. On a pu, alors, je vous parlais tout à l'heure de nos veilleurs-livreurs qui sont très attentifs à la condition des personnes qu'on livre. Et ce sont des choses qu'on a pu consister sur les sociaux afin de trouver des solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai plus le visuel, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ce que vous souhaitiez. Alors, Mme Falconier répond oui, merci. Il faudrait enlever le partage d'écran. Ah oui, alors attendez. S'il vous plaît. Voilà. Super. Et il y a Madame Amandine Rennes qui pose une question en structure. Est-ce que le matériel de pesée, les transmissions, les repas peuvent amener à un risque de dénutrition? Alors, pour ma part, je m'occupe plutôt de la livraison de repas à domicile. Je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre répondre à ce sujet.
J'aimerais bien que vous précisiez votre question. Quand vous parlez de matériel de c'est le matériel de pesée des personnes ou de l'aliment, des plats servis. J'aimerais bien que vous reprécisiez la question. Comment? Des personnes. Des personnes? Mais le matériel de pesée des personnes nous permet de dépister la dénutrition. Donc, et de prendre en charge, de mettre en place des actions pour la prise en charge. On travaille beaucoup sur ce dépistage et la surveillance continue du poids tout au long du séjour, justement pour éviter la dénutrition pour des personnes qui sont rentrées à l'hôpital sans être dénutries et pour surveiller l'efficacité de la prise en charge chez des personnes qui sont prises en charge nutritionnelle. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer les choses. Donc, pour moi, ça permet d'améliorer le fait de peser régulièrement, permet de réajuster notre stratégie et d'améliorer le statut nutritionnel des patients. Après, si vous voulez savoir s'il y a le matériel adéquat, nous, sur notre hôpital, on a le matériel adéquat pour peser les patients et suivre l'évolution du poids. Madame Rennes nous repose la question, si le matériel n'est pas adapté, notamment pour les personnes en fauteuil roulant, on ne peut pas avoir un suivi. Comment faire? Il y a différents matériels de pesée. Il n'y a pas que le pèse-personne à l'hôpital. On a les fauteuils pour peser. On a les lève-malades. Donc, même une personne qui est grabataire peut être pesée dans le lit. Et on peut suivre l'évolution du poids. Il y a différents matériels. On peut même peser des personnes qui sont en fauteuil. Donc, on a tout le matériel qu'il faut pour peser, quel que soit l'état de la personne. Nous avons une nouvelle question. Serait-il possible d'organiser une rencontre en lien avec la plateforme de répit de Conflans-Sainte-Honorine? Cette question, je pense, est adressée à Madame Vatinos. Alors oui, bien sûr. Est-ce que vous avez la possibilité de me laisser peut-être votre numéro de téléphone? Pour ma part, je travaille sur le 91, mais j'ai une homologue géographique, donc il n'y a aucun souci. Si vous le souhaitez, si vous avez la possibilité de me donner vos coordonnées, je transmets à ma collègue qui est sur le secteur. Merci beaucoup et les personnes qui ont posé des questions remercient des réponses. Madame Vanitos, par contre, il y a Madame Poirier qui vous donne ses coordonnées. Vous pouvez les retrouver dans questions et réponses. Je suis en train de noter, pas de problème, je transmets. Merci. De rien. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Yassamanta. Bonjour, merci. Alors, hop, je réactive. Donc, je suis Samantha Yassoui, la responsable du CLIC Essonne Nord-Est, qui est porté par l'association Népal. Le CLIC couvre tout le secteur du Valdière-Val-de-Seine et la commune de Varennes-Jarcy, donc dans l'Essonne. Donc, le CLIC, ça signifie Centre local d'information et de coordination. C'est un service qui est dédié au public des personnes de plus de 60 ans, à leur entourage, aux professionnels de la gérontologie, sur toutes les problématiques liées à l'avancement d'âge et aux problématiques de la perte d'autonomie. Notre service est gratuit pour le public puisqu'il est financé par le conseil départemental et les communes. Et donc, pour réaliser notre mission d'accompagnement, nous avons la possibilité de répondre aux demandes soit par téléphone ou régulièrement en proposant des visites à domicile pour échanger directement avec les personnes au domicile sur leur quotidien et mettre en place des aides aux besoins ou simplement apporter des conseils.
on a également une mission importante de prévention. Donc, on organise régulièrement des actions de prévention sur différents thèmes où on participe, comme aujourd'hui, à des sessions d'information. Donc, par exemple, sur les actions qu'on a pu proposer sur l'année sur cette thématique, on a proposé en collaboration avec Silver Fourchette et à l'occasion de la Semaine Bleue des ateliers cuisine. Nous avons aussi organisé plusieurs sessions d'information sur la nutrition, la dénutrition avec l'association gérontologique de l'Essonne ou l'unité transversale de nutrition clinique de l'hôpital du Puy-Train. Enfin, sur l'ensemble de nos missions, en fait, que ce soit sur l'accompagnement individuel ou sur la prévention, la nutrition, c'est vraiment un élément essentiel. On y apporte une attention toute particulière parce que, comme on a pu le voir aujourd'hui, les conséquences d'une dénutrition sont diverses et peuvent entraîner des infections, des risques de chute qui, en conclusion, aggravent toujours la perte d'autonomie. Donc, c'est pourquoi le CLIC met régulièrement en place des actions de prévention pour favoriser le maintien de l'autonomie des seniors. Donc, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des questions, je suis aussi à votre écoute. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Elias. Nous allons passer maintenant la parole à madame Despinardes de l'AMAPA. Bonjour à tous, je suis Laure Despinardes, donc je suis directrice d'un établissement d'aide et de soins à domicile qui officie sur le nord-est Essonne. On a 2 équipes qui travaillent en collaboration, une équipe d'aide à domicile auxiliaire de vie, qui ont un rôle dans l'accompagnement des personnes dépendantes, notamment sur les actes d'accompagnement autour de l'alimentation. Et on a une équipe d'aides-soignants et d'infirmiers qui intervient sur prescription médicale dans le cadre d'un SIAD auprès de 96 usagers. Au total, la MATPA accompagne environ 260 personnes dépendantes sur le territoire du Nord-Est Essonne. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un guide qu'on a élaboré avec l'équipe d'intervenants à domicile qui s'appelle Alimentation, Nutrition et Santé. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu. Pourquoi on a élaboré ce guide? On fait partie du collectif de lutte contre la dénutrition depuis 2020 et j'avais envie de mettre en valeur les intervenants et professionnels du domicile qui œuvrent au quotidien dans l'ombre et qui travaillent énormément sur la nutrition et la dénutrition. Ils ont différents rôles. Ils ont un rôle de prévention. Comme disait tout à l'heure le docteur concernant le repérage des signes, à domicile, une personne âgée n'a pas forcément une balance, mais elles vont, grâce à la connaissance qu'elles ont de la personne dépendante, pouvoir percevoir très rapidement les changements de comportement, l'amaigrissement, notamment avec les vêtements. Et c'est souvent eux, je dirais eux, parce qu'on a aussi des hommes maintenant dans nos équipes, qui vont interpeller le corps paramédical et le corps médical. Donc, c'est vraiment des acteurs, c'est les vigies du domicile, comme on aime les appeler, parce que c'est eux qui vont être les premiers à repérer ces signes-là. La deuxième chose, c'est aussi des acteurs. C'est des acteurs parce qu'ils vont, grâce à leur, leur autonomie, mais aussi leur grande ingéniosité, essayer de rendre les repas un petit peu plus agréables pour les personnes âgées, parce que l'alimentation, c'est effectivement un besoin qui est essentiel. Et ce qui est important, c'est de relier aussi l'état de plaisir. Manger, c'est aussi un plaisir, surtout dans notre pays très occidental. Donc, c'est important pour nous de pouvoir mettre en valeur aussi nos intervenants. On a travaillé avec eux, avec elles, sur l'établissement de recettes. On leur a demandé comment vous faites très rapidement une recette à domicile, parce qu'il faut savoir que les intervenants à domicile, elles ont très souvent un temps très limité. Donc, elles nous ont fait des petites recettes qu'elles ont écrites pour nous. Donc, on a la tartiflette façon cocotte d'amandine, on a la salade de quinoa de Wazoka. Voilà, toutes ces recettes-là qui ont été réalisées par nos intervenants du domicile. On les a mis dans un petit livret qui était à destination des usagers, mais aussi des aidants.
Dans ce livret aussi, on a rappelé que l'alimentation, ce n'est pas forcément que des recettes, ce n'est pas forcément que de la cuisine. C'est aussi l'hygiène bucco-dentaire, parce qu'une hygiène bucco-dentaire qui n'est pas correcte ne permettra pas d'avoir une alimentation correcte. Donc, on a travaillé sur tous ces petits signes-là pour faire un petit rappel. Alors, ça fait un petit peu guide pratique parce qu'on voulait rappeler que, effectivement, l'appareil dentaire qui est trop grand, qui n'est plus adapté, les aftes au fond de la bouche parce que le brossage des dents n'est pas très bien fait, la mycose qui est là et qui nécessite un traitement adapté rapidement parce que sinon on n'a plus tellement de goût, donc pas tellement de plaisir à manger. Donc on a travaillé cette première partie avec les recettes de nos intervenants. En deuxième partie, nous avons travaillé l'hygiène bucco-dentaire, rappeler quelles sont les consignes et les règles à bien respecter. En troisième partie, on a travaillé aussi avec notre ergothérapeute, parce qu'on a la chance de travailler avec l'ergothérapeute Jérémy Ramu de Merci Julie, qui nous a guidés également sur comment on donne à manger à quelqu'un. Alors, nous, les professionnels de l'aide et du soin à domicile, on sait, on a cette compétence, mais les aidants familiaux, ils ne savent pas forcément comment installer quelqu'un dans un fauteuil, parce qu'on a toujours le sentiment que si il est installé comme ça, il va bien avaler. Ben non, pas forcément. Donc, on a refait des petites explications avec des schémas. L'idée, c'était de pouvoir sensibiliser les usagers, mais aussi les aidants familiaux aux règles, je dirais, de bonne pratique, comme nos intervenants les ont appris dans leur formation. Donc, c'est un guide qui a vraiment été élaboré en équipe. Et c'est ça qui fait du bien, c'est de travailler en équipe et de s'appuyer justement sur le regard de ces professionnels qui à domicile, connaissent mieux que quiconque le moindre défaut, je dirais, dans l'état de santé, le moindre petit détail qu'on peut avoir raté, parce que quand on est aidant familial ou fait partie de la famille, on est tellement dans le quotidien qu'on peut rater des informations. On vit avec la personne, on ne se rend pas forcément compte que son appétit a diminué, alors que nos intervenants du domicile, de par leur expérience, peuvent tout à fait dépister cela et interpeller le médecin ou l'infirmière, parce que nous, effectivement, à domicile, on n'a pas de balance. Il n'y a pas beaucoup de balance. Par contre, on va utiliser d'autres repères. On va interpeller l'infirmière qui, des fois, va demander un bilan de sang qui va permettre de dépister qu'il y a un défaut de protéines. C'est comme pour l'alimentation, la déshydratation. La déshydratation, c'est pareil. Il faut sensibiliser nos usagers qu'ils n'ont peut-être pas forcément soif, mais un verre d'eau, c'est un yaourt. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément soif, mais de manger un yaourt, ça les hydratera tout autant. Donc, c'est des petits conseils, des petits trucs et astuces qu'on a voulu mettre en lumière et qui ont plutôt été très appréciés par nos usagers. Voilà. Nous remercions du coup Madame Despinardes. Nous vous remercions à vous tous qui êtes venus nous écouter. Merci à tous nos intervenants. Et nous nous retrouverons. Ah, il y a des questions. On va répondre aux questions. C'est moi qui réponds ? Oui, je coupe. On a une question dans le chat qui posait la question à Madame Rennes pour avoir le guide. Il n'y a aucun souci, on peut vous en envoyer. Vous me laissez votre mail ou votre adresse et je vous l'enverrai. Voilà, c'est quelque chose qui a été bricolé. Je tiens juste à dire que c'est quelque chose qui est bricolé en interne par l'association. Donc, ne vous étonnez pas. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait en essayant d'être le plus clair et exhaustif possible. Moi, je voulais juste demander à Madame. Donc, nous remercions tous les intervenants ainsi que vous tous pour votre participation et écoute. Nous vous retrouverons. Il y a Madame Vatinos qui veut parler. Oui, je lève la main. Non, je voulais juste savoir si c'était possible d'avoir une version du guide en dématérialisé éventuellement. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, on n'avait pas entendu.
En fait, ma question s'adressait à Madame Despinardes et je voulais savoir si on pouvait avoir une version du guide en dématérialisé également. Oui, merci. Donc, nous remercions tous les intervenants ainsi que vous tous pour votre participation et votre écoute. Nous vous retrouverons en 2022 avec de nouveaux événements. Si vous souhaitez revoir la diffusion de ce webinaire, vous pourrez, il sera disponible à partir de lundi 22 novembre sur le site Le Nid des Aidants. Et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Il y en a encore beaucoup qui remercient. Au revoir.